Les gens, ils ont des idées, je ne sais pas s'ils les trouvent sur Internet, comme quoi le Maroc interdit le rapatriement des fonds ou que on ne peut pas rapatrier la plus-value, tout ça, c'est faux. Ici, au Maroc, on a un seul notaire qui reçoit l'acte de vente et à la fois, il a l'obligation, et c'est son devoir, de protéger les deux parties. On a beaucoup plus de gens qui souhaitent investir dans l'immobilier, surtout pour la location saisonnière. Et il y a beaucoup de demandes par rapport aux appartements et aux studios. On n'a pas des revenus comme ça sans les déclarer. C'est une fraude fiscale. Il faut faire très attention. Les gens pensent que louer, c'est juste un revenu soft qui n'a pas d'impact fiscal. Mais non, c'est pour cette raison, il faut faire très attention. Prenez conseil d'un notaire avant d'investir et avant d'acheter sur plan. Bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai quitté Kenitra direction Marrakech pour rencontrer Souheil Morsli, mon notaire. Je lui ai transmis les questions qui reviennent le plus souvent sur l'investissement immobilier, l'office d'échange, la fiscalité, les successions et les couples mixtes au Maroc. J'espère que cet échange vous apportera des réponses à vos questions. Et j'en profite pour vous annoncer que Souheil sera un de nos invités à la masterclass Objectif Maroc qui aura lieu le 10 et 11 janvier 2026 à Marrakech. Il reste encore des places disponibles et c'est le bon moment pour réserver parce que vous allez pouvoir trouver encore 10 billets d'avion à un prix raisonnable. La masterclass, c'est 2 journées d'échange avec des experts, avec des entrepreneurs installés et des personnes qui ont le même rêve que vous. 2 journées pour avancer sur votre projet Maroc, obtenir des réponses claires et repartir avec un plan d'action concret. Je vous mets le lien pour réserver dans la description et dans les commentaires. Salut les amoureux du Maroc, bienvenue pour cette nouvelle interview. Je suis avec Souheil Morsli qui est notaire ici à Marrakech. Tu es déjà intervenu sur la chaîne et te voici pour la seconde fois. Bienvenue. Bonjour Stéphane, je te remercie pour cette deuxième interview. Je suis très heureux de participer encore une fois avec toi. Toi, tu accompagnes des étrangers qui veulent s'installer au Maroc, investir ici, des MRE, des Marocains. Tu peux nous rappeler ton rôle et pourquoi on te sollicite en général? Ben écoute Stéphane, tu sais que ici au Maroc et comme partout ailleurs, le rôle du notaire, c'est le rôle pivot dans l'investissement. Et le notaire accompagne les investisseurs, que ce soit les investisseurs étrangers ou même nationaux, dans leur investissement. Son rôle, c'est d'abord le conseil. D'abord, il faut prendre conseil d'un juriste, et notamment d'un notaire, qui connaît les lois et aussi la pratique. Aussi, le notaire, il est là pour recevoir des actes ou des contrats authentiques. Le rôle principal d'un notaire, c'est de donner l'authenticité aux conventions des parties. Cette authenticité, il peut être obligatoire, comme le cas d'une vente immobilière. C'est la loi qui oblige cette forme authentique, ou il peut être tout simplement un choix des parties qui souhaitent donner à leur convention un cadre authentique, une forme authentique, avec plus de sûreté. Voilà, ça c'est le rôle cadre. Mais dans la pratique, on accompagne les gens, premièrement, comme j'ai dit, pour prendre conseil, mais pour la suite, pour concrétiser. On établit les contrats, mais on fait aussi des formalités. Il y a des formalités qui sont préalables à la rédaction de l'acte et des formalités qui sont postérieures à l'établissement de l'acte, comme une vente immobilière par exemple. On est obligé de s'assurer que le bien en question est vierge de toute charge qui peut empêcher le transfert de propriété. Et on s'assure aussi que les taxes grevant ce bien sont payées. Et là, on est obligé d'avoir une attestation fiscale, ce qu'on appelle dans notre jargon un quitus. Et par la suite, on passe à la rédaction de l'acte et à la signature. Et à ce moment-là aussi, on tâche à respecter les mesures de sécurité pour garantir le transfert de propriété et le paiement du prix. On consigne le prix de vente et on le débloque après la réalisation des conditions, notamment le transfert de propriété et s'assurer qu'il n'y a pas d'autres charges qui grèvent encore le bien, telles que les charges de copropriété, par exemple, les consommations d'eau, d'électricité. Tout ce processus-là est garanti par le notaire. Aussi, le notaire, pour tout ce qui est investissement hors l'achat immobilier, il accompagne ses clients dans la constitution de leur société, par exemple, l'achat d'un commerce
ou d'un fonds de commerce ou la création même d'un fonds de commerce. Et cela aussi s'accompagne avec beaucoup de conseils, et que ce soit sur le plan théorique et légal, que ce soit sur le plan pratique, dans la procédure d'installation et dans la procédure de création. Ben voilà. Alors, j'imagine que tout investisseur est obligé d'être accompagné par un notaire, pas que le notaire, mais parmi les professionnels qui doivent entourer un investisseur, doit y avoir un notaire. C'est très important dès le début et pendant la création de son activité, l'exploitation et même en cas de vente et liquidation. Et quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent quand on vient te voir? On doit faire ici la différence entre les investisseurs étrangers qui viennent pour la première fois connaître un peu le terrain, connaître un peu la situation actuelle au Maroc, connaître les lois, et aussi les investisseurs marocains qui ont un peu plus de connaissances par rapport à nos pratiques ici. Mais généralement, les questions que les investisseurs posent sont par rapport à la fiscalité, par rapport à la réglementation d'échange, notamment, comme j'ai dit, pour les étrangers et les Marocains résidant à l'étranger, et par rapport au statut foncier. Parce qu'au Maroc, on n'a pas qu'un seul statut foncier, on en a plusieurs. C'est pour cette raison que l'optimisation fiscale est très importante avant de commencer un investissement au Maroc, mais aussi d'avoir beaucoup et beaucoup de conseils et de détails par rapport à ce qu'on souhaite acheter en cas d'une acquisition immobilière, par exemple. Est-ce que ce qu'on souhaite acheter est un titre foncier? Est-ce que c'est un milk qui n'est pas titré? Est-ce qu'il est en cours d'immatriculation? Est-ce qu'il est dans l'indivision? Est-ce qu'il est grevé d'une charge qui peut empêcher le transfert de propriété? Toutes ces questions-là sont posées, posées pendant la première rencontre euh, par ceux qui souhaitent acheter ou investir au Maroc. Aussi, on a pas mal de questions par rapport au statut personnel. Pour les étrangers qui s'installent ici, comment le Maroc va traiter leur statut personnel? Quelles sont les lois qui leur sont applicables? Aussi pour les méreux et notamment ceux qui ont un mariage mixte, les couples mixtes où il y a une différence de nationalité, comment ça se traite? Ça, c'est très important. Aussi, en cas de fiscalité, quand on est entre deux rives, entre le Maroc et l'étranger, comment on va traiter la fiscalité quand on investit au Maroc? Est-ce qu'on est obligé de payer au Maroc et en France, par exemple? C'est le genre de questions que les clients ou les investisseurs posent. Tu peux nous donner quelques éléments justement sur chaque point, hein? On peut commencer par l'office d'échange. Alors, la réglementation d'échange, elle est très claire. La réglementation d'échange, si vous voulez, tant que vous avez investi par le rapatriement de la devise étrangère, vous avez un droit de rapatriement, vous avez un droit de retransfert. Ça veut dire que un achat immobilier financé par des virements de l'étranger vous donne une garantie de retransfert en cas de liquidation, en cas de revente. Ça, c'est très important. Mais sur le plan pratique, il faut bien sûr veiller à ce que les transferts soient traçables. C'est une traçabilité des transferts, hein. On ne vient pas avec des valises d'argent. Il faut faire des virements bancaires. Ce qui est pratique, c'est de faire le virement directement sur un compte, on dirait un convertible, au nom du client, de l'investisseur. Et ce compte-là va financer toutes les acquisitions et tout l'investissement. Mais ce n'est pas une condition sine qua non, si tu veux. C'est une question pratique. Mais même un virement directement chez le notaire est traçable et peut donner droit à un rapatriement en cas de liquidation. Quand je dis le rapatriement ou le droit de retransfert, ça veut dire en cas de liquidation, que ce soit cette liquidation concerne la liquidation par la vente du bien immobilier ou la liquidation d'une société qu'on a créée au Maroc. La liquidation ou la vente du bien immobilier donne droit au prorata. Ça veut dire si on investit et on réalise notre projet par le financement à 100% de l'étranger, ça veut dire
un virement d'étranger ou plusieurs virements d'étranger qui constituent le prix de vente, on a droit à un retransfert à 100%. Mais si on n'arrive pas, parce qu'on a aussi utilisé des fonds d'origine marocaine, de la famille peut-être, ou des amis qui vous donnent des prêts au Maroc pour acheter, ou vous avez un autre revenu au Maroc qui vous donne la possibilité d'acheter au Maroc. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas en mesure de justifier que l'acquisition a été faite 100% par le rapatriement de la devise étrangère au Maroc. Dans ce cas-là, euh, la garantie de retransfert est aussi au prorata. Si vous achetez à 80% par un virement étranger, en cas de revente, vous avez une garantie de retransfert à 80%. Bien sûr, le rapatriement ne peut se faire qu'après paiement des impôts et taxes au Maroc. Il y a aussi une autre possibilité, c'est ce qu'on appelle le compte convertible à terme. Alors ce compte-là, il est fait en cas d'impossibilité de justifier. Tu as hérité d'un bien ou tu l'as acheté il y a 2 ou 3 décennies et tu n'arrives pas à justifier l'origine étrangère des fonds. Dans ce cas-là, il y a une autre possibilité, c'est le compte convertible à terme. Alors, le notaire doit déposer le produit de la vente sur un compte spécial qu'on appelle le compte convertible à terme. Ce compte-là te donne le droit de rapatrier 25% chaque année. 25% à l'ouverture de ce compte et 25% à l'occasion de l'anniversaire du dépôt. Là, ça veut dire si vraiment on n'arrive pas à obtenir l'origine des fonds. Mais à tout moment, si on a une trace qui n'est pas tout à fait, je dirais, parfaite ou qui ne mentionne pas vraiment votre investissement, il y a la possibilité de demander une autorisation spéciale directement de l'Office d'échange avec les documents que tu as pour pouvoir obtenir une autorisation spéciale et faire un virement ou rapatrier le produit de la vente à l'étranger. Quand tu expliques tout ça à tes clients, ça devient plus clair pour eux. Ça les soulage peut-être de comprendre. Justement, ils viennent me voir justement pour ça, parce que c'est pas très compliqué la réglementation d'échange au Maroc. Vraiment, tu fais un investissement par des fonds rapatriés de l'étranger, tu as une garantie de retransfert. Il faut juste respecter la procédure. Les gens, ils ont des idées, je ne sais pas s'ils les trouvent sur Internet, mais ils ont des fausses idées comme quoi le Maroc interdit le rapatriement des fonds ou que on ne peut pas rapatrier la plus-value. Tout ça, c'est faux. On peut rapatrier la plus-value, on peut rapatrier les dividendes si on crée une société. Il faut juste respecter la procédure. Je te donne aussi, pour continuer sur le plan office d'échange, un investissement, une création de société par un étranger au Maroc. Elle est couverte par la garantie de retransfert si le capital a été constitué par un virement étranger, ou par le biais d'un compte, on dirait un convertible. Ça veut dire que le capital de la société, bien sûr par la suite le compte courant d'associé, ont une origine étrangère. Dans ce cas-là, les dividendes sont rapatriables après paiement des impôts. On fait notre déclaration fiscale, on paye nos impôts, l'IS en l'occurrence, et on fait une distribution de dividendes, et par la suite, vous pouvez rapatrier normalement les dividendes et les remonter à l'étranger. Tu parles de ça? Tu peux nous rappeler l'impôt sur le revenu, comment ça fonctionne au Maroc? Alors, l'impôt sur le revenu, il y a plusieurs impôts sur le revenu. Ce qui concerne les gens qui achètent un bien immobilier, on parle de l'impôt sur le revenu foncier, soit pour la vente d'un bien immobilier ou en cas de location. Ça, c'est l'impôt sur le revenu foncier des particuliers. Et là, ce que les gens appellent la TPI, c'est une ancienne appellation de l'impôt sur le revenu foncier, c'est la plus-value en cas de revente. Et en cas de revente d'un bien immobilier, on est taxé à hauteur de 20% sur la plus-value avec une cotisation minimale de 3% sur le prix de vente. Ça, c'est l'impôt qu'on doit payer. Mais il y a d'autres procédures, c'est que on a une option de demander au préalable un avis préalable à l'administration fiscale après la signature d'un compromis pour déterminer la valeur vénale qui va être retenue par l'administration fiscale. Et dans ce cas-là, si on arrive à obtenir cet avis préalable, si on choisit de l'obtenir, on sera taxé
conformément à cet avis-là. Ça veut dire que le prix, il peut être redressé par l'administration. Les charges qu'on va mentionner peuvent être revues à la baisse par l'administration fiscale. Et une fois qu'on a cet avis, on a le choix de l'accepter ou le refuser par la suite. Et là, il y a d'autres recours qui sont ouverts au profit des contribuables. Mais le plus important, c'est que l'impôt sur le revenu foncier suite à une vente, il a un taux particulier de 20% sur le profit. Mais il y a d'autres cas, ça veut dire qu'en cas de moins-value, où le minimum à payer, c'est 3% du prix de vente, 20% de la plus-value, mais 3% du prix de vente, on paye la valeur la plus haute. Mais si on ne fait pas, si on ne demande pas un avis préalable, on doit aussi payer la différence entre l'impôt qu'on a payé et 5% du prix de vente à titre de provision qui restera chez l'administration fiscale, le temps de revoir et redresser la vente, cette vente. Et dans plusieurs cas, l'administration peut restituer ce trop perçu au profit des contribuables directement par un virement bancaire. S'il juge que que le prix de vente et les charges mentionnées dans votre déclaration fiscale correspondent à la valeur vénale. C'est très important. L'administration a un délai de réponse pour l'avis préalable de 60 jours après le dépôt de la demande. Cette demande doit être faite dans le délai de 30 jours après la signature d'un compromis de vente. Voilà. Ça, ce que les gens souhaitent savoir généralement, souhaitent savoir par rapport à la vente immobilière, par rapport à l'impôt sur le profit foncier qui concerne la vente immobilière, mais il y a d'autres profits, d'autres impôts sur le revenu. Il y a aussi l'impôt pour les professionnels, parce qu'au Maroc, on peut investir autant que professionnel, personne physique, autant qu'une société. On peut créer une société ou avoir un statut de professionnel en nom propre. On a parlé de la vente, mais il y a l'achat aussi, où forcément tu interviens. C'est quoi les zones floues, les peurs qui sont toujours présentes quand on veut acheter au Maroc un bien? Alors, quand je dis que j'interviens pour la vente, forcément, dans cette vente, il y a un acheteur. Alors, dans le même dossier, j'interviens pour les deux. Ici, au Maroc, on a un seul notaire qui reçoit l'acte de vente et à la fois, il a l'obligation, et c'est son devoir, de protéger les deux parties. Je dois protéger le vendeur et l'acquéreur. C'est justement mon rôle. Hein. Et quand on a parlé tout à l'heure par rapport aux obligations sur le plan fiscal du vendeur, mais l'acquéreur, il n'a pas d'impôt à payer, mais il a des frais, notamment pour une acquisition immobilière d'un bien construit. On a un taux d'enregistrement de 4% et les droits de la conservation foncière de 1,5% sur lesquels s'ajoutent les honoraires du notaire, la TVA, les timbres. C'est un peu ça. S'il y a d'autres frais comme les frais d'un compromis de vente, les frais d'une procuration, les droits sur l'inscription d'une hypothèque en cas, par exemple, de financement par crédit bancaire. Il y a une hypothèque qui doit garantir le crédit et qui est inscrite sur le titre foncier au profit de la banque pour garantir justement le remboursement du crédit. En général, c'est un peu ça, les frais pour une acquisition immobilière. Pour une acquisition d'un terrain qui n'est pas construit, il y a juste les droits d'enregistrement qui changent. Ils passent de 4 à 5%. Tout le reste ne change pas. Et les terrains en campagne, c'est pour les Marocains? Alors, très bonne question. Et là aussi, ça fait le sujet de pas mal de consultations. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que tout bien immobilier hors périmètre urbain ne peut pas être acquis par un étranger sans l'obtention d'une autorisation spéciale, ce qu'on appelle l'attestation de vocation non agricole. Ça veut dire la perte de la vocation agricole pour ce bien hors périmètre urbain. Et pour connaître le périmètre urbain, on peut demander une note de l'agence urbaine. Quand le client vient nous voir avec un bien déterminé acheté, on demande une note de l'agence urbaine pour connaître la situation urbanistique de ce bien, qu'est-ce qu'on peut construire dessus, et aussi pour connaître sa situation, est-ce qu'il est dans un périmètre urbain ou hors périmètre urbain. Tout ce qui est hors périmètre urbain est réservé aux Marocains qui peuvent l'acheter directement sans aucune autorisation préalable. Les étrangers doivent obtenir cette autorisation. L'administration change de procédure par rapport à l'obtention de cette autorisation, mais il faut prendre
conseille d'abord, il faut s'assurer qu'on peut obtenir cette autorisation avant de s'engager. Justement, c'est pour cette raison que je préfère et je conseille aux investisseurs qui souhaitent acheter de prendre contact avec un notaire préalablement à leur engagement ou préalablement à l'acquisition ou même à l'offre pour acheter un bien immobilier. Alors, je disais que pour acheter un bien hors périmètre urbain, il faut s'assurer de la procédure pour l'obtention de l'attestation de vocation non agricole. Et là, ça peut se faire auprès d'un notaire, mais ça peut se faire aussi auprès du centre régional d'investissement. C'est très important avant d'investir. Pas mal d'investisseurs me demandent si on constitue une société de droit marocain. Est-ce que cette société peut acheter? La réponse est toujours la même, non. Une société, même de droit marocain, dont un seul associé, même minoritaire, ne peut pas acheter un bien hors périmètre urbain et il a la même obligation. Il faut savoir que non seulement les étrangers, mais aussi les sociétés anonymes, dont même si tous les associés de la société sont marocains. De leur forme, les sociétés anonymes ne peuvent pas acheter un bien hors périmètre urbain sans l'obtention d'une attestation de vocation non agricole. Tu peux nous rappeler l'intérêt de cette loi? C'est une protection des C'est terres. une protection des terrains d'agriculture. C'est une protection parce que le Maroc juge que les terrains agricoles, c'est un trésor national qu'il faut protéger et il veut encourager les gens à investir dans l'agriculture et aussi réserver ce genre de terrain aux Marocains, aux nationaux. Est-ce que c'est vrai que régulièrement la ville s'étend et qu'il y a des terrains qui étaient agricoles qui deviennent... Justement, bien sûr, c'est pour cette raison que je dis que il faut à tout moment demander l'avis d'un notaire. Même le notaire doit avoir les informations de l'agence urbaine pour s'assurer est-ce que cette zone est toujours agricole, est-ce qu'il est où elle est devenue urbaine, suivant le plan d'aménagement. Mais moi, je ne peux pas te dire précisément où la ville s'arrête. Je dois demander une note de l'agence urbaine pour être sûr que ce bien ou le bien en question est dans la ville, est dans le périmètre urbain. D'accord? Et le mieux aussi, c'est de s'approcher du cadastre, parce que le cadastre aussi a une map de la ville, et il peut te dire si pour eux, ce terrain se trouve dans un périmètre urbain ou pas. C'est très important. Et ça, c'est le rôle du notaire, hein. L'investisseur n'est pas censé savoir ce genre de choses et n'est pas censé d'aller chercher l'information lui-même. S'il il demande, il demande conseil d'un notaire, c'est le notaire qui doit aller chercher cette information parce que si on passe outre, ça va être bloqué et il n'y aura pas de transfert de propriété. Tu peux nous donner une idée du temps que ça prend pour un achat ou une vente? Le processus c'est avec toi et... Le plus important, c'est qu'il n'y a pas de charge. Mais si on fait un compromis pour justement soit lever les charges, soit l'obtention de l'attestation fiscale, soit pour avoir un financement bancaire, alors là, tout dépend de la nature des charges, de la nature de la procédure pour l'obtention du crédit bancaire auprès de la banque, s'il y a d'autres conditions entre les parties. Mais par la suite, si on signe une vente immobilière, c'est très rapide parce que là, on a une procédure digitalisée à 100%. On fait un enregistrement en ligne et une inscription à la conservation foncière en ligne. Ça peut prendre 24 heures, 48 heures. C'est très, très rapide. Récemment, j'ai une personne de ma formation en ligne qui voulait louer une maison d'hôte à Essaouira. Et tu sais, elle connaît pas encore bien le Maroc, elle est retraitée. Et moi, je l'ai redirigée vers un notaire pour garantir ce papier-là. Et ça l'a beaucoup rassurée. Et donc, tu peux intervenir aussi pour des petites actions comme ça. Tu sais, il n'y a pas une grande transaction ou dossier. Le plus important, c'est que celui qui achète une petite maison ou un petit commerce, pour lui, c'est un très grand projet. Il mérite aussi toute notre attention et qu'il soit protégé. Euh, les pièges, ils sont presque les mêmes. Ça veut dire si on n'est pas bien entouré, on peut être lésé par rapport à notre investissement.
Et il suffit d'avoir un petit conseil avant de se lancer pour éviter tout ça. Oui, si on revient à ton... C'était un restaurant, tu disais? Hein? Non, elle s'appelle Marie-Christine. Et Et pour acheter un restaurant? non, Hmm. location d'une maison d'hôte Maison d'hôte. Ben avec voilà, l'option de l'acheter après. ben voilà. Alors, location de maison d'hôte. Quand tu dis maison d'hôte, je, je comprends que c'est une maison d'hôte en activité. En activité. Ça veut dire il prend le train en marche. Dans ce cas-là, c'est pas un bail commercial, c'est une gérance libre. Ça veut dire il prend la gérance libre d'un fonds de commerce. Et ça, c'est très encadré par la loi. Il y a un cadre qu'on doit respecter et il y a des conditions. Et c'est pour cela, c'est un contrat très important qui doit être pris en compte par un notaire ou un professionnel pour expliquer toute la procédure au profit des deux parties. À la différence d'un bail commercial, la gérance libre est limitée dans le temps. Ça veut dire, on peut dire que euh, cette location a pour durer 3 ans, ou 4, 5, et ça se termine au bout du contrat. À la dernière échéance, le contrat doit être soit renouvelé, soit dessous. Et il y a aussi pas mal de conditions à respecter pour échapper à une solidarité entre les deux parties, entre le loueur et le bailleur. Mais justement, le notaire a son mot à dire par rapport à la gérance libre et je pense que c'est le notaire et la personne clé dans la rédaction des gérances libres. Dans le cas d'une location d'une maison normale, tu vois, hein, pour une personne physique, est-ce que là aussi ça peut être pertinent Alors, une location normale, ça veut dire c'est un bail à usage d'habitation. Il y a un particulier qui détient une maison et un autre particulier qui souhaite louer cette maison pour y habiter. Oui, c'est beaucoup plus simple que la gérance libre, mais de préférence que ce soit encadré par un notaire, parce que c'est un contrat, Ouais. d'accord? Et le contrat, de sa nature, il fait naître des obligations à la charge des deux parties. Et si on est accompagné par un notaire, on saurait à l'avance quelles sont nos obligations, quels sont nos droits, comment se protéger. Et aussi, dans ce genre de contrat, l'obligation d'avoir un acte authentique, il n'y a pas d'obligation en fait pour avoir un acte authentique, mais de préférence d'aller faire ce contrat chez un notaire pour la forme authentique et pour le conseil. C'est très important. Toujours dernièrement, des membres de la formation ont fait des contrats de bail. C'est revenu assez souvent que ça coince au niveau de la Mokata ou parce que le propriétaire doit justifier des choses. Est-ce qu'il y a eu des changements par rapport au Et il propriétaire? n'y a pas eu de changement. Justement, quand on fait un bail, le plus simple du monde, ça veut dire, comme je viens de dire, un propriétaire qui a une maison, notre particulier souhaite la louer. Comment on fait? Justement, on peut très bien rédiger un contrat sous signature privée et aller le légaliser auprès des autorités locales. Sur le plan juridique, il n'y a aucun mal de ça. Ça passe, ça produit l'effet du contrat et tout le reste. Mais on n'est pas sûr que on est bien protégé. On n'est pas sûr que celui qui nous a loué cette maison est bien le propriétaire. On n'est pas sûr qu'il a le pouvoir de louer. C'est pour cette raison, et là où le notaire intervient. Parce qu'en cas de problème, quand on loue une maison, mais le propriétaire, déjà, il est associé avec sa femme, par exemple, avec quelqu'un d'autre, ou même qu'il n'est même pas propriétaire. Est-ce que, en cas de problème, comment justifier qu'on a droit sur ce bien alors que le propriétaire n'a pas donné son consentement, le vrai propriétaire n'a pas donné son consentement pour ce bail? C'est pour cette raison, c'est là que le rôle du notaire est très important, même dans des contrats pareils qui sont à la base très simples. Est-ce qu'il y a des cas que tu préfères traiter, que tu prends plus de plaisir que d'autres? Tu sais, à chaque fois qu'on rédige un contrat et qu'on voit la satisfaction des deux parties, on est aussi satisfait, hein. On a du plaisir à sécuriser leur contrat et dire que j'ai réussi ma mission, celle de donner à chacune des parties cette opportunité d'être rassuré et protéger ses intérêts.
Moi, j'interviens sur tout ce qui est investissement étranger, justement, mais je prends aussi des dossiers de location, de baux commerciaux, de gérance libre notamment. Et revenons à la gérance libre, c'est un contrat qui est vraiment très particulier parce que chacun commence à dicter ses conditions et c'est le notaire qui doit modeler ça, qui doit leur donner une forme juridique, qui doit dire alors là, on ne peut pas le faire, ça, on peut le faire. Et là, il y a beaucoup plus de débats. Et pour rédiger une gérance libre, parfois, on a des réunions de 3 heures entre les parties qui commencent à demander des conditions qui sont parfois valables, qui sont parfois un peu hors normes, je dirais, dans la mesure où on doit respecter les droits de chacun. Et c'est là, et c'est un contrat très personnalisé. C'est pas un contrat qu'on peut répéter à chaque fois. C'est souvent un contrat qui est taillé, qui est sur mesure par rapport aux conditions, par rapport à la particularité du commerce et tout le reste. Tu as souvent un rôle de médiateur aussi alors entre deux parties. Oui, ça nous arrive de réconcilier les gens parce que quand on fait un contrat, quelle que soit la nature de ce contrat, il y a deux parties, hein, et forcément deux intérêts qui se mettent en jeu et chacune des parties veut conserver ses intérêts. Et parfois, même après la signature du compromis, on constate qu'il y a un différend qui naît entre les deux parties et c'est notre rôle de trouver un terrain d'entente avec toute transparence entre les deux parties pour pouvoir justement trouver l'accord et signer le contrat définitif. Ça nous arrive, oui. Toi, tu exerces à Marrakech. C'est peut-être la ville qui attire le plus d'étrangers. Tu vois des changements ces 10 dernières années par rapport à Marrakech? J'exerce à Marrakech depuis 2014, mais j'ai exercé autant que clerc de notaire depuis 2007. Et je peux dire qu'il y a beaucoup de changements, notamment par rapport à la nature des investisseurs et des investissements. Euh, on- on- les 2 ou 3 dernières années, on a beaucoup plus de gens qui souhaitent investir dans l'immobilier, surtout pour la location saisonnière. Et il y a beaucoup de demandes par rapport aux appartements et aux studios, justement pour faire de la location saisonnière. Et il y a beaucoup plus de Marocains résidant à l'étranger, la troisième ou quatrième génération, ils sont très jeunes qui arrivent pour investir au Maroc. Ils ont peut-être aucun bien en France ou ailleurs, mais ils ont 2, 3 appartements au Maroc parce que toute leur économie la verse ici pour acheter des studios, des appartements pour les louer. Je constate de plus en plus de ce profil qui viennent investir au Maroc. Il y a aussi pas que les Marocains, il y a aussi des étrangers, notamment d'origine algérienne, par exemple. Il y a beaucoup plus que les années précédentes, et aussi des Français et des Européens en général. Pas vraiment des grands investissements, mais tout simplement l'achat d'un bien immobilier pour avoir un pied-à-terre au Maroc et pour investir aussi. Il y a beaucoup de demandes par rapport à Marrakech. Comme tu peux le constater dans toute la ville, il y a des chantiers partout parce que ça se vend. Ça se vend très bien. Comment tu expliques ce succès de Marrakech? Pourquoi il attire autant? Marrakech, tout simplement parce que c'est la capitale du tourisme au Maroc, hein. Euh, la plupart des gens qui viennent s'installer, ils aiment le climat, la nature euh, dans les régions de Marrakech. Il aime aussi la population, très chaleureuse, très accueillante. Il aime aussi la sécurité de l'investissement, hein. Ça, c'est peut-être dans tout le Maroc, mais le Maroc offre vraiment un environnement pour l'investissement qui est très bon. Il y a dans l'arsenal juridique marocain beaucoup de textes qui s'adaptent à l'investissement, mais Marrakech se vend facilement parce qu'il séduit, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent fêter la fête ici, passer des vacances, ça se demande. Les hôtels sont pleins, il y a beaucoup de demandes. Alors tout investissement, il est garanti par un succès. Bien sûr, c'est pas une garantie, mais si on met tous les ingrédients, on est sûr de réussir. Aussi, Marrakech, c'est à la mode aujourd'hui. Partout dans le monde, on connaît Marrakech. Et
l'investissement principal au Maroc, à Marrakech, c'est le tourisme. Quand on achète un appartement, c'est pour louer, pour les touristes. C'est pour cette raison que tout le monde vient ici pour investir. Je remarque aussi que beaucoup veulent faire des conciergeries, s'improvisent parfois agents immobiliers ou créer des business autour de ça. Je ne sais pas si c'est par facilité ou par opportunité, mais il y a un peu de tout et des gens qui sont pas professionnels qui se lancent là-dedans. C'est quoi ton regard là-dessus par rapport à Airbnb, la sous-location? Alors, il y a plusieurs volets. Premièrement, pour faire ce genre d'activité, il faut avoir une autorisation. Il faut avoir une autorisation parce que l'activité d'hébergement, doit être faite avec une autorisation administrative. Il y a un texte de loi en vigueur, mais on ne donne encore pas d'autorisation parce qu'on attend que ce soit applicable. Pour l'instant, c'est très demandé, d'accord? Investir dans des appartements, des studios, des villas pour pouvoir faire cette location saisonnière. Mais il faut prendre les précautions nécessaires, avoir l'autorisation, avoir une assurance et tout le reste et respecter la procédure. Mais il y a aussi un volet fiscal. Quand on loue notre appartement ou notre bien pour une location saisonnière, on doit aussi revoir les obligations fiscales. Quand on a un revenu, on doit le déclarer, sur lequel on doit payer des impôts. C'est pour cette raison que là, je ne dirais pas qu'on doit être accompagné par un notaire, mais par un comptable, par un fiscaliste, qui va nous accompagner pour faire nos déclarations fiscales. C'est très important. On prend pas, on n'a pas des revenus comme ça sans les déclarer. C'est une fraude fiscale. Il faut faire très attention. Les gens pensent que louer, c'est juste un revenu soft qui n'a pas d'impact fiscal, mais non. Tout revenu doit être déclaré à l'administration fiscale et doit faire l'objet d'une déclaration d'un paiement de l'impôt. Quels sont les risques pour tous ceux qui ne déclarent pas justement? Je pense que le risque, c'est un redressement fiscal. Euh, le risque, c'est l'administration va leur demander de payer, de faire une déclaration des années précédentes et aussi de payer les majorations et pénalités. Si je veux faire dans les règles, j'ai plusieurs biens que je loue. Je vais à la direction générale des impôts, je demande un numéro fiscal, c'est ça? Euh, Ce n'est pas aussi simple que ça, hein. Je pense que si tu es un particulier, il vaudrait mieux d'être accompagné par un professionnel, un comptable qui va gérer tes déclarations. Surtout si tu dis que tu as plusieurs biens. Ça veut dire que tu as beaucoup de déclarations à faire ou on va les faire autant qu'un professionnel ou une société. Et alors là, on va faire des simulations pour voir est-ce que tu continues autant que personne physique ou faire carrément constituer une société d'exploitation. Ça aussi, c'est assez à creuser, à étudier, mais tu dois avoir une déclaration fiscale. Bien sûr, pour avoir une déclaration fiscale, il faut faire une inscription auprès de des impôts, auprès de l'administration fiscale. Mais par la suite, il y a des déclarations périodiques à faire. Il y a une déclaration par rapport à la TVA, il y a une déclaration par rapport aux revenus. Il y a pas mal de déclarations et conditions que tu dois respecter et seul un professionnel peut les faire pour toi. Tu n'es pas censé, un particulier n'est pas censé savoir tout ça. C'est pour cette raison qu'il doit être accompagné par un professionnel. Par rapport à la création d'une société pour un entrepreneur, tu peux nous redire aussi les différents statuts qui existent au Maroc et en partant de... Alors, pour la création d'une société, alors là, ça veut dire une société, ça veut dire l'entrepreneur a déjà choisi cette forme. Il n'a pas choisi d'exploiter ou de faire un commerce en nom propre, en tant que personne physique. Il a choisi d'avoir une personne morale, une société qui va, à travers elle, faire une exploitation commerciale. Moi, je dirais sans hésitation que la, la forme la plus répandue au Maroc, c'est la SARL, la Société à responsabilité limitée. La SARL qui peut être constituée de plusieurs associés ou constituée d'un seul associé. C'est la Société à responsabilité limitée associée unique.
C'est la forme la plus répandue au Maroc, mais il y a aussi la société par action simplifiée, il y a aussi la société anonyme, mais je dirais que la plupart choisissent la forme de la SARL parce qu'elle est très souple, hybride, offre beaucoup de souplesse dans la gestion et même pendant la vie de la société. Et c'est très pratique. Il y a une responsabilité limitée par rapport au capital de l'associé, par rapport à son apport dans la société, je veux dire. Voilà, c'est la société que je conseille pour un investissement, pour un premier investissement au Maroc. Celui qui voudrait choisir de rester personne physique, quels sont ses risques? Il peut rester en personne physique, mais là, il doit savoir qu'il n'est pas à l'abri, que son patrimoine n'est pas à l'abri, parce que tout son patrimoine est donné comme garantie au tiers. En cas de problème, en cas parce que un commerce, il y a le risque social, il y a le risque du commerce, de l'exploitation. Dans ce cas-là, on met tout notre patrimoine à la garantie de notre investissement et à la garantie de notre exploitation. On n'est pas très protégé. Si quand on choisit de travailler ou d'exploiter en nom propre, on est assujetti à l'impôt sur le revenu professionnel et non pas à l'IS. Il y a beaucoup de conditions qui changent, mais moi, autant que ne serait-ce que pour la garantie et pour la sécurité, je conseille à mes clients d'investir ou de choisir toujours la forme société déjà, hein, de créer une société pour leur exploitation, pour protéger leur patrimoine personnel et par la suite, et dans ces choix de forme de société, je pense que la SARL est la plus adaptée. Est-ce qu'on te pose des questions sur le statut d'auto-entrepreneur? Le statut d'auto-entrepreneur existe au Maroc depuis quelques années et il est très répandu par rapport à certains corps de métier, d'accord? Mais ce n'est pas adapté à tous les investissements, d'accord? C'est pour cette raison que là aussi, on doit prendre conseil par rapport à ce qu'on souhaite faire. Et là, le mieux, c'est de prendre conseil d'un comptable, d'un fiscaliste qui va faire des simulations pour toi et pour t'aider à choisir entre l'auto-entrepreneur ou la personne physique, professionnelle ou la forme sociétale. Oui, parce qu'il y a des plafonds et c'est assez limité quand on fait du chiffre, hein. Justement, c'est plafonné, c'est plafonné et c'est pas adapté à tous les corps de métier. Dans les questions qui reviennent le plus souvent que tu parlais au début, il y a aussi l'achat sur plan qui fait peur à beaucoup de personnes. C'est quoi les pièges un petit peu à éviter? L'achat sur plan, effectivement, si on souhaite acheter un bien qui n'est pas encore construit, il faut savoir que, il faut demander au moins des garanties. C'est pour cette raison que l'achat sur plan est encadré par la loi au Maroc. C'est la loi 4400, c'est la vente en état futur d'achèvement qui exige la production d'une caution bancaire qui garantit le remboursement en cas de défaillance, en cas de non-respect des délais ou de la réalisation de construction. À défaut de cette caution, tout ce qu'on verse n'est pas garanti. Et là, c'est là où il y a un problème par rapport à la vente sur plan. Quand je verse, quand je paye des avances pour avoir un bien immobilier dans un futur proche, je n'ai pas de garantie en cas de non-achèvement, en cas de problème de réalisation. C'est pour cette raison qu'il faut faire très attention par rapport à ça. Qu'est-ce que tu dis, toi, aux clients qui veulent acheter sur plan? Je conseille aux gens d'aller voir le notaire avant tout. Parce que quand on verse dans un bureau d'un commercial, on n'a aucune garantie. On verse l'argent sans aucune garantie, juste un contrat de réservation qui n'a pas de valeur juridique. On ne sait même pas est-ce que les conditions, est-ce que le bien qu'on souhaite acheter est une propriété du vendeur ou pas? Est-ce que les conditions, est-ce qu'il a une autorisation de construire ou pas? Est-ce qu'il a respecté les plans ou pas? Il ne donne aucune garantie. C'est pour cette raison, c'est le rôle du notaire, parce que le notaire va demander au promoteur de lui fournir les documents nécessaires.
Et en cas de versement, il va demander, ou signature d'une vente en état futur d'achèvement, il va demander aussi une caution bancaire pour garantir les versements. C'est pour cette raison, il faut faire très attention. Prenez conseil d'un notaire avant d'investir et avant d'acheter sur plan. Se renseigner aussi sur le promoteur. Est-ce qu'il a déjà fait des projets qui ont été aboutis et vérifiés? Tu sais, Stéphane, moi, je raisonne pas comme ça en tant que notaire. Je raisonne je raisonne par rapport au dossier. Je regarde le dossier. Est-ce que toutes les cases sont remplies? Est-ce que je vois pas son historique? Je vois le projet, le dossier devant moi. Est-ce que il remplit les conditions exigées par la loi? Est-ce que les conditions de la vente en l'état futur d'achèvement sont remplies? Pour prendre le dossier, je demande certains documents. À défaut, je ne peux pas recevoir cette vente. Tu sais, sur Internet, le négatif prend toujours plus d'ampleur. On voit souvent des cas d'arnaque, de vol, de disparition. Est-ce que tu ressens, toi, une méfiance des clients qui viennent te voir? Est-ce qu'ils ils ont des peurs pour ça? Non, pas vraiment. Ils viennent me voir, justement. Qu'on- quel est le pourcentage des gens qui viennent me voir par rapport à ceux qui investissent directement? Hmm. Et même ceux qui viennent me voir, quand je leur explique ça, ils me disent, Maître, écoutez, moi, ça me convient. Et je ne veux pas laisser cette occasion parce que ce n'est pas le même prix si j'attends que ce soit livré. Je leur dis, écoutez, voilà les risques. Il y en a pas mal de gens qui préfèrent prendre le risque. Mais moi, je ne peux pas établir un contrat de réservation, un contrat en l'état futur d'achèvement sans ces conditions-là, sans remplir les conditions exigées par la loi. On revient à nouveau aux questions les plus posées. Il y a d'autres points qu'on n'a pas encore abordés dans les questions qui reviennent le plus souvent. Euh, Ce qu'on n'a pas encore abordé par rapport aux questions des gens, peut-être par rapport à leur statut, hein, personnel, il faut savoir qu'au Maroc, là je parle des étrangers, le Maroc applique aux étrangers leur statut personnel national. Ça veut dire que un Français qui vit au Maroc, on lui applique son statut personnel français pour le mariage et pour la succession. En cas de décès d'un étranger au Maroc, automatiquement on cherche les textes applicables à sa succession dans sa loi nationale. En Europe, il y a ce qu'on appelle le règlement succession de 2012. Il est applicable à partir des décès qui ont à partir du 17 août 2015. Et là, c'est la loi du lieu de résidence du défunt. Je te donne un exemple. Un Français qui vit au Maroc, en cas de décès, son notaire, par exemple, français, est obligé d'appliquer la loi marocaine, non pas la loi française. Sauf quand on interroge la loi marocaine, il y a un renvoi à la loi nationale. Et par conséquent, le notaire français est obligé d'appliquer la loi nationale par renvoi. Et là, ça fait partie aussi des questions. Comment on va régler cette succession? Cette succession va être réglée conformément à la loi nationale, que ce soit au Maroc ou dans le pays d'origine. Le problème qui se pose, si ce étranger s'est converti à l'islam, alors là, le Maroc va déclarer être compétent. La loi marocaine va être en mesure de régler ces successions. C'est la loi, c'est le code de la famille qui va s'appliquer à ce monsieur, qui est français mais musulman. Et dans ce cas-là, même en France, le notaire français, quand il va interroger la loi marocaine accepte la compétence. Dans ce cas-là, même en France, on doit lui appliquer la loi marocaine. Mais il y a certaines mesures de la loi marocaine qui sont pas, que le notaire français ne se sent pas à l'aise à les appliquer. Et dans ce cas-là, il peut les écarter parce que ils sont pas conformes à l'ordre public français, comme la, la double part des garçons par rapport à la part des filles. Mais le reste des mesures, il est applicable même en France. Au Maroc, on applique le code de la famille pour les Marocains et les musulmans. Il y a aussi une chose, avant de passer à l'autre point, il y a aussi une chose très importante, c'est que quand on se convertit à l'islam,
Parce qu'il y a pas mal de Français ou d'étrangers qui se convertissent à l'islam pour pouvoir épouser une Marocaine. Ils doivent savoir que le- le- en cas d'ouverture de la succession, leur descendance ou leur héritier, leur enfant par exemple d'un premier mariage, ne peuvent pas hériter par rapport à la réglementation marocaine parce qu'il y a une différence de religion. Et la différence de religion n'implique pas une succession. Ça veut dire qu'il n'y a pas de succession entre deux personnes de religions différentes. C'est pour cette raison, peut-être qu'il faut agir en amont pour protéger. On peut faire des donations au profit des enfants d'un premier mariage, parce qu'on sait très bien qu'ils ne vont pas hériter en cas de décès. On peut faire un testament, parce qu'on ne peut pas hériter. Mais il y a pas, il y a une interdiction de succession, mais on peut tester, on peut établir un testament. C'est très important à connaître ça aussi. Ça, ce qui concerne les successions. Il y a aussi le mariage. Il faut savoir qu'un Marocain ou une Marocaine doivent respecter les conditions du code de la famille marocain en cas de mariage. Ça veut dire en cas de mariage, on est obligé de le faire conformément à ces conditions-là, ou à défaut, si on n'arrive pas, faire une homologation ou une transcription auprès des autorités marocaines de leur mariage civil établi en France ou ailleurs. Ces points-là, ce sont les conseils que je donne à tous les étrangers et aux couples mixtes pour pouvoir les respecter avant de continuer leur investissement. C'est très important. Même sans investissement, ce sont des conseils pour bien gérer leur patrimoine. Parce que reconnaître le mariage, si l'un des deux parties est de nationalité marocaine, il faut faire une transcription pour reconnaître le mariage et pour qu'il produise ses effets. Et pour la succession, il faut savoir et il faut quelle est la loi applicable pour les étrangers et surtout pour les étrangers qui se convertissent à l'islam et peut-être faire des mesures pour protéger leurs enfants d'un premier mariage, par exemple, le cas échéant. Et une femme française avec un Marocain, elle ne devra pas se convertir, elle, par exemple. C'est pas une condition. Ce n'est pas une condition. Un homme marocain peut épouser non, il va épouser une catholique. Alors dans ce cas-là, ou une femme de confession juive, c'est pas une condition qu'ils se convertissent à l'islam. Mais le contraire n'est pas possible. Une femme musulmane ne peut pas épouser un non-musulman. Et je ne sais pas si toi tu le remarques aussi, mais on dirait qu'il y a de plus en plus de couples mixtes qui viennent s'installer au Maroc. Il y en a beaucoup, oui, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et par rapport à la femme non musulmane qui épouse un musulman, ça aussi, il faut faire très attention parce que il n'y a pas de succession entre eux. En cas de décès d'un des deux conjoints, l'autre conjoint ne va pas hériter. Dans ce cas-là, ça aussi, il faut le préparer en amont. Et si elle se convertit? Le problème ne se posera plus parce que dans ce cas-là, la famille entière est de confession musulmane et en cas de décès d'un des deux conjoints, c'est la loi, c'est le code de la famille qui va s'appliquer. Je voulais aussi parler de la masterclass que j'organise le 10 et 11 janvier à Marrakech. Et je suis très heureux que tu as accepté de faire partie des intervenants. Tu peux peut-être nous expliquer, en tant qu'entrepreneur étranger qui veut s'installer au Maroc, l'intérêt de participer à ce genre de masterclass. Toi, tu fais aussi beaucoup de forums. C'est pertinent ou pas pour toi? Ben écoute, toute occasion qui permet à un investisseur de prendre conseil et d'avoir une vue globale sur l'environnement au Maroc, l'environnement de l'investissement, toute opportunité est la bienvenue. Je pense que toute personne qui s'intéresse à venir vivre au Maroc ou s'installer au Maroc ou créer un, un commerce au Maroc doit saisir toutes sortes d'opportunités. Et je pense que ta masterclass est une belle opportunité pour les investisseurs et pour les gens qui souhaitent venir s'installer au Maroc. Donc tu seras avec nous pour une conférence. Il y aura une petite session aussi questions-réponses
peuvent déjà préparer leurs questions. Inch'Allah, ça sera avec grand plaisir. J'aimerais aussi t'entendre sur l'évolution du Maroc. Si tu te projettes à 2026, 2030, comment tu vois les choses évoluer? Moi, je ne peux être qu'optimiste. Avec le recul d'un professionnel qui a pas mal d'années d'expérience au Maroc et en contact direct avec l'investissement, avec l'administration, on constate l'évolution et on constate aussi cette dynamique dans l'économie marocaine, que ce soit sur l'échelle nationale ou au niveau de Marrakech, mais aussi sur les lois, sur les pratiques. On est plus ouvert, on s'adapte beaucoup plus vite et on avance beaucoup plus vite, même dans les procédures. Quand j'ai commencé mon parcours de notariat pour être notaire, j'ai dû faire beaucoup de stages et comme j'ai dit, j'ai commencé en 2007, 2006, 2007. C'était très long. Pour faire un transfert de propriété, ça ne prenait parfois quinzaine de jours ou 20 jours plus. Maintenant, on le fait en deux clics. C'est vrai que ça facilite beaucoup la tâche pour nous, pour les professionnels, pour les clients. Un transfert de propriété peut, si on veut, se faire dans la même journée entre enregistrement et inscription à la conservation foncière. C'est très important. C'est beaucoup plus simple que aller chercher les documents, prendre une copie du contrat, aller à l'enregistrement pour l'enregistrer avec toute une file d'attente, puis revenir pour établir une autre expédition à la conservation foncière. Parfois, la conservation se trouve dans une autre ville, on est obligé d'y aller. Tout ça a changé. Maintenant, on a une plateforme qui gère l'ensemble des formalités du notaire, notamment l'enregistrement, qui est le nerf de notre travail. C'est le commencement de toute procédure au process de vente, c'est l'enregistrement, puis l'inscription à la conservation foncière. On a des échanges en ligne avec toutes les administrations. Ça, c'est très important. Et moi, je constate qu'il y a une évolution, que ce soit même au niveau de l'administration, au niveau des banques, au niveau... euh, je pense que la dynamique, il est très importante au Maroc et je suis très optimiste. Tu as des demandes qui sont en lien avec la Coupe du Monde de 2030? Je pense que cette hausse demande de l'immobilier, ça a un rapport quand même avec les manifestations sportives au Maroc, notamment l'organisation de la Coupe d'Afrique dans 2 mois, je pense, et puis l'organisation de la Coupe du Monde. Tout le monde veut saisir l'occasion et investir avant ces dates-là pour pouvoir avoir un retour sur investissement. Et j'espère que ça va continuer après les événements, après la Coupe du Monde, que ça va continuer dans le même élan. Et ça va mettre la lumière mondialement sur le Maroc, avec des retombées pendant des Mais années. c'est l'intérêt. C'est l'intérêt d'organiser une telle manifestation, la Coupe du Monde. Ça veut dire que le monde entier va se concentrer sur un pays ou deux, ou sur le pays organisateur. C'est une publicité pour le Maroc, pour son environnement, pour l'opportunité qu'il crée et qui donne aux investisseurs. C'est très important, oui. Dernière question. Toi, tu es notaire, conseiller. Est-ce qu'on peut aussi assimiler ton activité à l'entrepreneuriat? Oui, en quelque mesures, oui. Sur le plan fiscal, je suis un notaire ou une profession libérale, il est traité comme une entreprise. Ça veut dire que si j'investis, c'est pas de la même façon, mais il y a un investissement, il y a un savoir-faire qui se développe et il y a une réputation. Et c'est là, on doit avoir un retour sur cet investissement. C'est le même principe. Mais là, on a on a de la déontologie à respecter, on a des règles et on doit les respecter. C'est ce qui fait la différence entre une profession libérale, un notaire notamment, et les autres investisseurs. Mais il y a une image qu'on doit donner et c'est notre capital, je dirais. Toi, tu as une très très bonne réputation ici à Marrakech. Tu fais attention Je, à ça.
Je sais pas, tu me flattes, tu me dis ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, le plus important, j'espère. Ben écoute, le plus important, c'est d'être soi-même, c'est d'être clair, précis, transparent et être à jour par rapport aux lois, par rapport aux pratiques. C'est très important. La confiance vient avec le temps. Quand on rencontre un client, il a peut-être des hésitations au début, il n'a pas il n'a pas tout à fait confiance, mais par la suite, on gagne sa confiance parce qu'il voit qu'on est transparent, qu'on est clair, qu'on est précis, d'accord, et qu'on maîtrise notre sujet. C'est très important. La qualité aussi C'est ça. Tout ça d'accompagnement. fait la qualité d'un bon notaire, d'un bon avocat, d'un bon médecin, architecte et tout le reste. Si on reprend la casquette d'entrepreneur, ça a été quoi ton plus gros défi de cette année? J'avais pas en tête un objectif bien précis pour cette année particulièrement, mais pour moi, c'est de continuer dans la même énergie que j'ai installée depuis 10 ans déjà, et de continuer et de s'ouvrir sur d'autres opportunités, d'autres euh, profils que justement, c'est pour cette raison que maintenant je m'ouvre aussi sur tout ce qui est statut personnel, notamment des étrangers qui s'installent au Maroc, tout ce qui est DIP, droit international privé, justement. J'ai obtenu un diplôme récemment en DIP, en droit international privé de la faculté de Lyon, justement pour s'ouvrir sur les étrangers qui s'installent au Maroc et qui ont besoin d'un accompagnement sur le plan de leur statut personnel et de connaître les lois applicables. C'est très important parce que quand on vit dans un pays étranger, on doit savoir quelles sont les lois qui nous seront applicables. Et ça, c'est une matière en droit. C'est le droit international privé. Et il y a beaucoup d'étrangers, notamment à Marrakech, qui dit beaucoup d'étrangers, alors beaucoup qui souhaitent connaître et beaucoup de dossiers de droit international privé entre mariage mixte, entre succession. Tout cela, c'est une matière à développer peut-être pour accompagner ces gens-là. C'est bien, donc tu ajoutes des nouvelles cordes à ton arc. C'est ça, on apprend tous les jours. Bah, merci beaucoup, Souel, pour ces nouveaux échanges. Je t'en prie, Stéphane, je te remercie pour cette opportunité et j'espère que j'ai répondu aux questions de tes abonnés, c'est ça, on dit abonnés, Ouais. à tes abonnés et ceux qui souhaitent investir au Maroc. S'il y a des choses qui n'étaient pas claires, vous pouvez contacter Souel. Il y a le lien dans la description. On se retrouvera aussi en janvier à Marrakech pour la Inch'Allah, masterclass. ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Je vous rappelle qu'on organise la masterclass Objectif Maroc les 10 et 11 janvier 2026 à Marrakech. Donc c'est très bientôt. Souel Morsli sera présent avec d'autres entrepreneurs, avec d'autres experts. Vous avez le lien dans la description pour réserver. Et si vous voulez rester sur YouTube encore un petit peu et en apprendre davantage sur l'installation, l'entrepreneuriat au Maroc, vous aurez juste ici le lien vers une vidéo adaptée pour vous que vous n'avez pas encore regardé sur ma chaîne et qui pourrait vous intéresser.